Donc, tout d'abord, je remercie Bruno et Philippe pour leur invitation. Je dois dire que je connaissais bien sûr le nom et un petit peu la philosophie et les travaux de Pierre Teilhard de Chardin. Mais entre-temps, j'ai approfondi et j'ai été très impressionné, disons, de voir que c'est quelqu'un qui a, en son temps, était un adepte de l'évolution biologique, ce qui n'était pas si commun, disons, à cette période. Donc voilà, j'ai disons une opinion très positive. Donc tout d'abord, c'est une molécule qui ressemble à un ballon de football. On va trouver des hexagones et des pentagones qui sont attachés les uns aux autres. Et là, on a des atomes de carbone, on en a 60 atomes de carbone qui sont attachés les uns aux autres et qui représentent bien sûr des hexagones, des pentagones, des hexagones, des pentagones. Et tout ça, ça donne une molécule magnifique qui a été découverte totalement par accident. Les gens essayaient de reproduire des synthèses de molécules interstellaires. Alors, si vous ne le savez pas, l'espace est plein de molécules. Il y a des galaxies entières qui ne sont constituées pratiquement que de molécules à l'état gazeux. Et il y a des molécules plus ou moins complexes. Et les chercheurs, dans les années 90, essayaient de reproduire les conditions qui avaient conduit à ces molécules intersidérales ou interstellaires. Donc, ils prennent du graphite, je ne discute pas dans le détail, mais c'est très violent, et ils obtiennent toujours une molécule comme produit majeur, et cette molécule, ils ont mis du temps à le comprendre, c'est ce C60 ou fullerène. Ce C60, ça a ouvert tout un pan de la recherche, tout un nouveau domaine. Il a un intérêt, c'est qu'il nous donne une idée de ce qu'est le nanomètre. Alors, le nanomètre, disons, vous savez tous que c'est très petit, mais ça ne nous parle pas beaucoup. Cette molécule fait exactement 1 nanomètre de diamètre. C'est une sphère qui a un diamètre d'1 nanomètre. Un nanomètre, alors j'ai mis ici un certain nombre de zéros par rapport au mètre, mais il faut savoir que le rapport au nanomètre, du nanomètre au mètre, par rapport au mètre, disons les 2/3 de la taille d'un humain ou la moitié d'un humain pour des très grandes personnes, ce rapport entre 1 nanomètre et 1 mètre, c'est le même que celui en distance d'un barreau de 30 ou 40 centimètres à la distance de la Terre à la Lune. Donc ça nous parle peut-être. On se rend compte que le nanomètre, c'est très très petit, puisque un petit barreau, c'est très très petit par rapport à la distance jusqu'à la Lune. Maintenant, la synthèse moléculaire. Donc voici l'exemple d'une science qui est directement connectée à la complexité, et on va peut-être voir quelques exemples très rapidement, et en même temps connectée à l'esthétique, à l'élégance, dans la mesure où la synthèse moléculaire a permis de fabriquer des objets d'une très grande beauté. Donc cette synthèse moléculaire, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de préparer des molécules qui n'existaient pas avant que les chimistes s'intéressent à elles. C'est pas mineur, hein. Disons, la synthèse moléculaire, c'est une science absolument fondamentale qui a des applications essentielles dans tous les domaines d'activité de l'homme, donc qui est essentielle en médecine. Disons, les médicaments sont très, très souvent le produit d'une synthèse par des laboratoires universitaires ou des laboratoires pharmaceutiques. Et on ne peut pas nier que les progrès de la médecine ont été spectaculaires depuis le début de la chimie moderne. Les matériaux, l'informatique, l'agrochimie, c'est également essentiel. Sans agrochimie, il y aurait des centaines de millions de personnes qui ne mangeraient pas à leur faim, qui mourraient sans doute même. Et de manière très générale, on utilise la synthèse pour fabriquer les molécules dont on a besoin. J'ai pris un exemple d'une molécule. Donc, si vous regardez cette molécule, elle contient des tas d'atomes de carbone qui ne sont pas explicitement indiqués. Ce sont les sommets de ces hexagones ou de ces heptagones.
Donc là, on a un carbone, là, on a un autre carbone, ici, un autre carbone, etc. Mais c'est une molécule d'une complexité effroyable, une molécule naturelle. C'est un poison puissant qui a intrigué les biologistes pendant longtemps. Et les chimistes ont réussi à trouver la structure. Donc, les chimistes ont dit aux biologistes, voilà, il s'agit de cette molécule, et beaucoup plus ambitieux, on va la fabriquer. Donc, c'est un pari de synthèse, et des chimistes dirigés par Casey Nicolaou, un grand chimiste californien, chypriote d'origine. Ils se sont lancés dans la synthèse. Alors, pour faire court, ça a pris 3 siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 personnes ou 20 personnes qui ont bossé pendant 15 ans ou 20 ans. Et le résultat a été l'obtention de cette molécule. Donc, c'est une grande démonstration de la puissance de la synthèse. Les molécules de synthèse ont quelque chose de particulier. Elles sont en général considérées comme des objets statiques. Elles ne bougent pas, ou si elles bougent, disons, c'est tout à fait aléatoire. Donc, elles se mettent en mouvement sans qu'on ait le moins de contrôle. Elles se mettent à vibrer, elles se déforment un petit peu. Mais il n'y a pas de molécules de synthèse, très très peu, qui sont capables d'être mises en mouvement de manière contrôlée. Par contre, en biologie, c'est totalement différent. En biologie, il y a des molécules, des assemblages moléculaires complexes, qui bougent de manière parfaitement contrôlée, et ce mouvement a une fonction biologique essentielle. Donc, nous allons voir 2 exemples. Des moteurs rotatifs, on en a partout dans notre corps. N'importe quel organisme vivant a des moteurs rotatifs. Quand je dis des moteurs rotatifs, c'est bien sûr des milliards et des milliards. Des moteurs linéaires, donc qui vont bouger dans une direction et revenir. Des marcheurs, on va voir des molécules qui marchent dans nos cellules. Hein. Ce n'est pas du tout de la science-fiction. Des molécules qui sont capables de se comprimer ou de s'allonger. Donc ça, nos muscles sont pleins de ces molécules, etc. Donc ce sont en général des protéines qu'on appelle des protéines motrices. Donc ça parle par son nom, hein, motrice, ça bouge. 2 exemples qui sont vraiment spectaculaires. L'ATP synthase, c'est une enzyme essentielle. Donc tout ce qui vit sur Terre utilise l'ATP synthase. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est le fuel biologique, c'est notre fuel. Et au lieu de brûler de l'essence dans notre corps, on dégrade de l'ATP, adénosine triphosphate, cette molécule un petit peu compliquée, mais ce n'est pas important. On la dégrade en ADP, adénosine diphosphate. Et nous, disons, nous sommes des produits de l'évolution et de la biologie, nous sommes très attachés à l'écologie. Parce que l'écologie, disons, c'est l'une des préoccupations de la biologie en permanence. Avec l'essence que l'on brûle, on produit des produits de dégradation, dioxyde de carbone, eau, et puis on ne cherche pas à les recycler. Mais en biologie, c'est totalement différent. On va recycler. Donc, le produit de dégradation de l'ATP va être régénéré, hein, c'est de l'ADP, il va être régénéré, et on va réutiliser le même ATP que celui qu'on avait au départ et qui avait été brûlé entre guillemets, dégradé en ADP. Cette molécule, elle n'est pas mineure. Chacun d'entre nous brûle à peu près la moitié de son poids en ATP. La moitié de votre poids, tous les jours, c'est de l'ATP qui est converti en ADP et qui va revenir ensuite dans le cycle grâce à l'énergie qui est fournie par vos aliments et la respiration. Donc, c'est une molécule totalement universelle, comme je le disais. C'est à peu près la même enzyme pour les bactéries les plus primitives, pour les mammifères, bien sûr pour les êtres humains, nous sommes des mammifères, et ça tourne. Donc, voici une vidéo qui est très spectaculaire, qui est produite à partir de résultats scientifiques. Ça n'est pas du tout de la science-fiction. Et on voit qu'on a un rotor ici, dont l'axe est à l'intérieur de cette espèce d'assemblage de protéines. Et quand ça tourne,
on consomme de l'ADP et du phosphate inorganique, ce sont les deux composants, pour régénérer, pour reconstituer l'ATP qui maintenant apparaît en violet. Donc, ça, ce sont les deux produits, et voici l'ATP qui part. Donc, dans nos cellules, on a des milliards de molécules d'ATP synthase, molécules très, très complexes, qui va sans arrêt régénérer le fuel qui a été brûlé. C'est beau, non? Un autre exemple qui est absolument fantastique également, dans les cellules biologiques, il y a des usines. Ces usines vont fabriquer les molécules dont l'organisme aura besoin, donc c'est très complexe, mais on ne peut pas garder toutes les molécules qui ont été fabriquées par ces usines biosynthétiques au même endroit. Donc, il faut les dispatcher, il faut les distribuer. C'est un problème de distribution, exactement comme les usines qui fabriquent des chaussures qui doivent à un moment envoyer ces chaussures dans le monde entier. Eh bien, il y a un système biologique incroyablement complexe qui s'appelle la kinésine, et celle-ci est capable de marcher sur des rails. Donc, dans nos cellules, on a des rails. Ces rails sont des tubes, des microtubules, qui vont aller d'un endroit de la cellule à un endroit très, très loin, jusqu'à 1 micron. Donc, 1 micron, c'est énorme à ce niveau. Et la kinésine, qui est également dans à peu près tous les organismes vivants, va se mettre à marcher sur ce microtubule et elle s'est accrochée dans le dos les molécules qui doivent transporter. Donc, c'est exactement un camion de 35 tonnes avec sa remorque. Et la remorque, elle est là, elle est absolument énorme. Et toutes ces molécules qui sont contenues dans cette remorque vont être envoyées là où la cellule en a besoin. Alors, si on parle de beauté, j'aime beaucoup, beaucoup la photosynthèse, qui est un processus très complexe, mais que l'on comprend aujourd'hui assez bien. Et en photosynthèse, on trouve des choses merveilleuses. Donc, tout d'abord, vous devez savoir que la photosynthèse, ce n'est pas seulement le vert que vous voyez dehors, ce n'est pas seulement les plantes, ce sont aussi des algues et ce sont des bactéries. Donc, il y a des bactéries photosynthétiques qui sont apparues bien avant les plantes. Elles ont été pratiquement les ancêtres des plantes. Et ces bactéries photosynthétiques, qui existent encore largement, se sont débrouillées pour capter la lumière solaire, bien sûr, qui leur arrive. Et elles ont développé des systèmes moléculaires formidables. Donc, voici des espèces de couronnes ou d'anneaux avec non pas des chlorophylles, mais des bactériochlorophylles. Donc, vous savez que les plantes comportent des chlorophylles, mais les bactéries utilisent des bactériochlorophylles. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que les plantes sont vertes parce que les chlorophylles sont vertes, mais elles le sont sur la figure, mais en réalité, les bactériochlorophylles sont rouges. C'est pour ça que la plupart des bactéries photosynthétiques sont pourpres. Donc, voici un arrangement avec toutes ces bactériochlorophylles. On en a 8 ici. On en a 16 ici parce qu'elles sont perpendiculaires au plan de l'écran. Et tout ça, ça fonctionne à merveille. Ça permet de capter l'énergie solaire avec une très, très grande efficacité et ensuite de la convertir en énergie chimique. Complexité topologique, c'est de la mathématique. Donc, les mathématiciens ont réussi à isoler par l'esprit, bien sûr, à concevoir des nœuds. Ici, on a un tableau de nœuds très complexe. Un nœud, c'est simplement un fil fermé, comme un cercle. Mais avant de refermer le cercle, on a fait des tas de tortillons et on va obtenir non plus un cercle, mais un nœud. Donc, le nœud le plus simple, c'est le nœud de trèfle. Et notre labo a fabriqué le premier nœud de trèfle qui, pour un chimiste, était relativement peu évident. Et d'autres chimistes se sont intéressés des nœuds. Le record, c'est celui-ci, c'est le nœud sans fin, il s'appelle. Il existe partout dans l'art celtique. Mais les mathématiciens ont, par l'esprit toujours, trouvé des milliards de nœuds. Donc voilà un bel exemple de mélange de complexité et de beauté, puisque beaucoup de nœuds sont utilisés dans l'art celtique, mais pas seulement, dans l'art musulman. Donc voilà un mariage intéressant. Alors quand nous avons démarré notre chimie, nous étions intéressés par une réaction essentielle qui est d'essayer de couper la molécule d'eau, H2O,
en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène, c'est le fuel idéal, celui que l'on peut brûler autant qu'on veut, qui ne va rien polluer, puisque si on brûle de l'hydrogène, on reforme de l'eau. C'est un projet sur lequel il y a eu des centaines et des centaines de labos qui ont travaillé, qui se sont souvent un peu cassés les dents. À Strasbourg, nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine et c'est un domaine qui m'a passionné. Ce domaine nous a permis de nous intéresser à un autre domaine qui est celui des anneaux entrelacés. Regardez ça. Ceci, c'est l'ensemble le plus simple de deux anneaux entrelacés. Et nous avons réussi à fabriquer ça de manière très facile, ce qui a bien sûr intéressé la communauté scientifique, parce que ces anneaux entrelacés semblaient impossibles à obtenir. Ceci, ça comporte 3 anneaux, alors je l'ai dit avant, le nœud de trèfle, les anneaux de Salomon, de la même manière. Les chimistes ont réussi à faire des objets comme ça, complexes et beaux. Maintenant, je voudrais revenir à la biologie. Alors là encore, quelque chose qui peut-être va vous étonner, c'est qu'en biologie, il y a plein de nœuds, il y a plein de caténanes, d'anneaux entrelacés. Et les biologistes ont montré ça et les chimistes ont été très étonnés de voir que la biologie est pleine de nœuds et de caténanes. Alors on les trouve dans les protéines, on les trouve dans l'ADN et on les trouve dans des virus. Une œuvre d'art de la biologie qui s'appelle HK97. Ce n'est pas un virus méchant avec les mammifères, c'est un virus qui envahit les bactéries. Donc on le laisse tranquille. Et si on regarde de plus près ce virus, on se rend compte qu'il y a des anneaux entrelacés, des pentagones, des hexagones, des pentagones. Donc ça donne ceci et ça correspond à une cotte de maille. Donc, on a un virus, là, qui s'est déguisé en cotte de maille, qui s'est entouré d'une cotte de maille pour se protéger. Disons, ça lui permet d'être très souple et en même temps très résistant. De nouveau, les chimistes aiment beaucoup la biologie moléculaire et ils aiment bien essayer d'imiter les objets de la vie. Donc, on va essayer maintenant de faire bouger les molécules. Alors, faire bouger les molécules, ça nous ramène aux caténanes et aux rotaxanes. Donc, les rotaxanes sont des objets comme ceci. On a rota, du latin, hein, la roue, et axane, axe, qui traverse la roue. Et si maintenant j'arrive à me débrouiller, moi, chimiste de synthèse, à fabriquer des molécules qui vont subir des mouvements tels que ceux représentés maintenant, je suis en train de fabriquer des machines ou des moteurs moléculaires. Un petit peu comme ceux de la biologie, mais bien sûr beaucoup, beaucoup plus simples. Donc ça a enthousiasmé un certain nombre de labos au milieu des années 90 ou vers la fin des années 90, et quelques labos se sont lancés dans ce pari. Peut-on fabriquer des molécules qu'on va mettre en mouvement nous-mêmes? Le chimiste, l'opérateur, va leur dire en avant, mets-toi en mouvement, que l'anneau commence à se déplacer comme dans un moteur linéaire. Et je vais juste terminer sur le dernier système, qui est un système qui a eu, disons, beaucoup de succès et beaucoup d'impact sur la communauté scientifique. Les travaux avaient démarré il y a presque une vingtaine d'années. Et ensuite, ça s'est étendu. Un grand nombre de labos se sont intéressés à ça. Donc, ce que l'on a fait, c'est un muscle moléculaire. Donc, je viens à ce muscle moléculaire. Voilà, on a, ça, c'est une partie comme un rotaxane, c'est-à-dire on a une roue traversée par un fil, ici une roue de nouveau traversée par un autre fil, et tout ça, c'est entremêlé. Et on a réussi à démontrer que l'on peut passer d'une longueur globale de 8 nanomètres à une longueur de 6 nanomètres en parlant à la molécule. Quand je dis parler, ça veut dire envoyer un signal chimique ou électronique. Et cette molécule va se contracter, s'allonger exactement comme un muscle. Ma slide de conclusion, c'est sur la démarche du chercheur. Donc, parfois, les gens pensent qu'on peut avoir une idée simple. C'est tout à fait vrai. Mais l'idée simple, elle sous-tend un passé très complexe, avec un ensemble de connaissances souvent très, très complexes. Et l'idée simple, elle ne jaillit pas de manière accidentelle et spontanée. Disons, elle est le produit de réflexions complexes, de travaux complexes. Alors,
j'insiste en général quand je donne des conférences pour des gens qui ne sont pas des experts dans mon domaine sur l'importance de l'originalité. Il faut vraiment retenir ça. Pour un chercheur, être original, c'est vraiment la première qualité qu'il doit rechercher. Il faut également interagir. Donc là encore, on s'imagine que le chercheur est dans sa tour d'ivoire. Non, le chercheur doit communiquer, doit aller dans les congrès, doit rencontrer d'autres personnes, pas nécessairement des chercheurs d'ailleurs, qui vont lui donner des idées dans une discussion. Il faut aussi avoir confiance dans les jeunes scientifiques avec lesquels on travaille ou pas. Et j'ai trop de collègues qui considèrent que les jeunes scientifiques doivent être à leur service pour faire avancer leurs idées. Non, ce n'est pas une bonne approche. Il faut écouter les jeunes scientifiques. Ils ont souvent des idées qui sont excellentes, meilleures que celles de leur patron. Ça a été souvent le cas dans mon labo. Finalement, je vais m'arrêter là-dessus, une chose qui est très importante, c'est de ne pas se cantonner au domaine qu'on connaît. Donc même si on connaît plusieurs domaines, ce qui a été mon cas, on peut tout d'un coup se dire, tiens, il y a un domaine qui m'intéresse ici, peut-être que je pourrais y contribuer avec mon équipe de manière originale et forte à partir de toute ma culture scientifique et de celle de l'équipe qui travaille avec moi. Et pour nous, ça a été absolument formidable, puisqu'on est passé de la photolyse de l'eau, c'est-à-dire essayer de fabriquer de l'hydrogène d'origine solaire, aux machines moléculaires, en sautant dans un autre domaine. Je voudrais juste quand même, sans les citer, dire que tous ces travaux dont j'ai parlé sont toujours des travaux hautement collectifs. Il y en a un qui parle très souvent, c'est le directeur du labo ou le directeur de l'équipe, mais il y a parfois 15 personnes, 20 personnes qui ont consacré des années et des années à faire avancer le travail. Merci Jean-Pierre. Quand même, on vous applaudit d'abord. Je pense que tout le monde est très impressionné.